Donc on est 4 personnes et on va vous faire une présentation sur le bien-être des animaux d'élevage. Les filières s'engagent. Chacun se présentera au fur et à mesure. Moi je suis Anne Aupiet de l'Institut de l'élevage et je vais déjà vous parler un petit peu de ce qu'est l'Institut de l'élevage. Donc c'est un institut de recherche appliquée qui travaille aussi sur le développement au niveau des services et au service des filières. Il est à la fois là pour créer de la valeur pour les éleveurs et les filières, s'adapter à un monde ouvert, numérique et accéléré, développer les périmètres, être source de synergie entre les organisations de l'élevage, outiller le dialogue avec la société et renforcer notre impact. On a plusieurs services et on a plusieurs services et plusieurs départements. Un département économie, un département qualité des produits, bien-être et santé, un département technique d'élevage et environnement. Donc on travaille aussi beaucoup sur l'environnement des élevages. Et un département génétique. Et après, on a des services qui sont transversaux. Moi, je fais donc partie du département qualité des produits, bien-être et santé. Et je travaille dans le service bien-être et santé. On est répartis un petit peu partout sur la France, puisqu'en fait on a 11 sites au total sur toute la France. On a des fermes expérimentales, ovines, caprines et bovines dans différents fermes, chambres d'agriculture. On a presque 300 salariés au total. Et donc on travaille à la fois sur la recherche, sur le développement. On fait aussi beaucoup de formations et on a aussi beaucoup de services et de prestations de services. Donc, nous allons parler ensemble pendant 1 heure de bien-être animal avec la partie donc plus recherche et développement. Et après, vous verrez des témoignages d'éleveurs, de directeurs d'abattoirs et une présentation aussi du rôle d'Interbev dans cette thématique. Alors les animaux, d'abord, sont des êtres sensibles. C'est l'article L214 du Code rural qui dit que tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Alors L214, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est effectivement une association de protection animale qui est abolitionniste. Et donc... c'est de là que vient son nom en fait, c'est de cet article. Et un autre article du Code rural toujours, c'est qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le Code civil français, depuis 2015, donc c'est plus récent, a intégré aussi cette notion de sensibilité, puisque les animaux sont définis comme étant des êtres vivants doués de sensibilité. Et il faut voir la sensibilité selon 2 axes, 2 dimensions. La dimension sensorielle, la capacité à percevoir des sensations, mais aussi la dimension psychologique, qui est capable de ressentir les animaux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir des émotions. Donc parler de sensibilité pour un animal, c'est supposer qu'il peut ressentir des émotions. Et ça, c'est une notion donc, qui est importante. Vous voyez qu'elle était déjà inscrite dans le Code rural depuis assez longtemps, mais dans le Code civil français, c'est beaucoup plus récent. Alors au niveau européen, eh bien, ça a commencé le bien-être animal en 1976. Alors vous voyez, quand on pense que le bien-être animal, on n'en parle que très récemment, entre autres avec l'étiquetage sur les produits. Et vous voyez qu'en fait ça date depuis bien plus longtemps que ça. Moi ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'Institut sur le sujet, donc c'est beaucoup plus ancien que l'étiquetage que vous pouvez voir sur certains produits maintenant. Et donc les premiers éléments, c'était les conventions du Conseil de l'Europe en 1976 qui disaient que tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui, compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication, sont appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques. Donc l'éthologie étant l'étude du comportement animal, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.
il y avait aussi des éléments sur la liberté de mouvement qui étaient propres à l'animal. Elle ne devait pas être entravée de manière à lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. Et il est dit aussi dans cette convention qu'aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Et donc la seule directive qui existe au niveau de l'élevage pour nos espèces de ruminants ou d'équidés, c'est la directive de 98-58 qui est en fait le fondement de la conditionnalité des aides pour les éleveurs. Alors par contre, sur d'autres types d'élevage comme le porc, la volaille, le veau de boucherie, vous avez des directives qui sont très très développées sur le bien-être animal, sur la protection animale, mais sur les ruminants, les équidés, ça date uniquement de... Enfin, la seule directive qui soit en place, c'est celle de 98. On parlera tout à l'heure de l'abattage et du transport, mais moi je vous parle plutôt de la partie élevage. Alors, les animaux sont des êtres sensibles, mais ce sont aussi des êtres conscients. Il y a une expertise collective qui avait été demandée à l'INRA sur la conscience animale en 2017. La conscience, c'est l'expérience subjective que l'individu a de son environnement, de son propre corps et ou de ses propres connaissances. Donc ça veut dire que l'animal est capable d'apprendre, de se souvenir, de rechercher des expériences agréables et désagréables, enfin d'essayer d'éviter les expériences désagréables, d'anticiper et de contrôler des événements. Et la conscience est à la base des capacités d'adaptation et de prise de décision. Or, les animaux d'élevage vont s'adapter au changement de situation et ils vont être aussi capables de prendre des décisions. Et elle conditionne aussi la façon dont l'animal ressent la situation à laquelle il fait face. Donc, qu'est-ce que le bien-être animal ? En fait, on avait toujours tendance à dire que le bien-être animal, c'est quelque chose de très subjectif, on ne peut pas l'évaluer, voilà, ça correspond à quelque chose qui est un petit peu subjectif, on va dire. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le bien-être, on peut l'évaluer. Et donc, tout est parti d'une approche pour trouver des consensus qui a été mise en place par le Farm Animal Welfare Council en 1979 et qui a donné un cadre de réflexion pour définir les moyens à mettre en œuvre pour garantir le bien-être animal en se plaçant du point de vue de l'animal. Et ça, c'était un peu nouveau, parce que jusque-là, on regardait plutôt l'élevage dans les conditions, les moyens d'élevage, les moyens qui étaient utilisés pour élever les animaux. Donc c'est basé sur les besoins fondamentaux de l'animal, et les spécialistes définissent quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ce sont les 5 libertés de l'animal. Alors il y a l'absence de faim et de soif, l'absence d'inconfort, l'absence de douleur, blessure, maladie, et l'absence de peur et de stress, et la possibilité d'exprimer un comportement naturel. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va retrouver un petit peu ces éléments-là dans ce qu'on mesure maintenant, ce qu'on évalue au niveau du bien-être. Alors la définition sur le bien-être animal, elle a beaucoup évolué au cours du temps en fonction de l'évolution des recherches scientifiques. Donc au début, quand on parlait de bien-être animal, en fait, on ne parlait que de la santé des animaux. C'est-à-dire que si un animal était en bonne santé, il était en bien-être. C'est tout ce qu'on attendait, c'était que l'animal soit en bonne santé. Après, il y a eu beaucoup d'études sur le stress, entre autres, et on s'est rendu compte qu'il y avait une autre notion à faire entrer dans les définitions du bien-être, c'était les capacités d'adaptation des animaux. Donc, est-ce qu'un animal, non seulement il était en bonne santé, mais est-ce qu'il était capable de s'adapter aux conditions, aux changements d'environnement qui lui étaient, dans lequel auquel il était soumis. Et après ça, donc, on s'est rendu compte que l'animal était capable d'avoir des capacités cognitives, et donc c'est aussi un élément qui a été introduit dans la définition. Et plus récemment, on s'est rendu compte aussi que les animaux avaient une conscience et qu'ils étaient capables de ressentir des émotions, c'est ce que je vous ai dit juste précédemment. Et là, c'est rentré également dans les nouvelles définitions. Donc en fait, ces sciences expérimentales, elles ont montré les capacités sensorielles des animaux au niveau de la vision, de l'olfaction, de l'audition, du toucher et du goût. Les capacités cognitives, donc les animaux sont capables de comprendre et d'apprendre. Les capacités émotionnelles des animaux, ils sont capables d'avoir peur, ils sont capables d'être contents, d'avoir de la satisfaction. Les capacités à ressentir de la douleur et de la souffrance, donc ça c'est l'état physique, mais c'est aussi l'état mental. Et puis la conscience animale,
donc une expérience subjective qui caractérise la façon dont l'animal ressent la situation. Ce qui nous amène à la définition actuelle qu'on utilise au niveau scientifique, c'est celle de l'ANSES de 2018. Le bien-être d'un animal est l'état mental, donc vous voyez qu'il y a l'aspect mental qui a été intégré, et physique, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques, mais également comportementaux, et on en reparlera tout à l'heure, ces aspects comportementaux sont très importants, ainsi que de ses attentes. Et donc cet état varie en fonction de la perception de situation par l'animal. Ça veut dire qu'assurer une bonne santé, un bon logement et un niveau de production satisfaisant, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et qu'il faut avant tout s'intéresser au ressenti émotionnel de l'animal. Donc, vous voyez tout de suite que l'évaluation du bien-être, elle va intéresser plusieurs critères, elle va être multicritère. Il n'y a pas un seul critère qui va servir à l'évaluer. Je vous avais parlé tout à l'heure des 5 libertés. Eh bien, en fait, ces 5 libertés ont été regroupées en 4 principes. La bonne alimentation, le logement adapté, la bonne santé et le comportement approprié pour l'espèce. Donc tous les 2 derniers principes ont été regroupés dans un seul qui parle du comportement. Et donc ces 4 principes ont été déclinés en 12 critères qui sont tout autour, là, je suis en train de montrer mais je n'ai pas mis la souris, donc évidemment vous ne le voyez pas. Je vous la mets, hop. Voilà. Donc vous avez 12 critères qui sont tout autour de ces 4 principes, avec par exemple pour la bonne alimentation, pas de faim prolongée, pas de soif prolongée. Pour le logement adapté, confort au repos, confort thermique et liberté de mouvement. Vous avez eu une intervention, je crois, sur les changements climatiques. Donc là, justement, tout ce qui concerne le confort thermique, le confort au repos, sont très impactés par les changements climatiques qu'on est en train de subir. La partie bonne santé, donc pas de blessure, pas de maladie, pas de douleur. Et la partie comportement approprié pour l'espèce, eh ben, elle regroupe tout le reste, c'est-à-dire comportement social normal, comportement spécifique normal, bonne relation animale, qui est très importante, et pas d'émotions négatives et émotions positives. Alors en fait, les associations de protection animale, souvent tous les premiers critères, elles se disent que les éleveurs savent faire, mais par contre, elles pensent toujours que la partie comportement n'est pas forcément bien gérée dans les systèmes d'élevage actuels. Alors, évaluer et améliorer le bien-être en élevage, donc pour ça, il faut identifier les problèmes pour pouvoir trouver ensuite des solutions. Alors, il y a des facteurs de risque qui sont identifiés, entre autres par un groupe européen qui s'appelle l'EFSA, qui est le groupe de la Commission européenne, le groupe de scientifiques de la Commission européenne, pour faire court, qui va sortir des rapports sur un sujet donné. Là, en ce moment, par exemple, ils sont en train d'en sortir sur le transport des animaux, donc différents types d'animaux, pour voir si la réglementation européenne va évoluer. Alors, en termes de santé, eh ben, les facteurs de risque, c'est la gestion des besoins métaboliques et physiologiques, donc tout ce qui est alimentation, abreuvement, la gestion de la santé et des maladies, donc tout type de maladies que peuvent avoir les animaux d'élevage, la gestion de l'hygiène, donc la traite, le couchage, l'élevage des veaux, la gestion de la reproduction. En ce qui concerne le comportement, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un point important. Donc il y a tout ce qui est restriction, par exemple les animaux qui sont à la tâche, les regroupements, donc tout ce qui est mélange sociaux d'animaux, les compétitions possibles, les conditions de logement, les conditions de manipulation, tout ce qui est équipement de contention, par exemple pour des gros animaux, tout ce qui est pratique, et les pratiques d'élevage et tout ce qui est interaction avec l'homme. Donc tout ça dans l'aspect comportement. Et stress et émotions qu'on a vu tout à l'heure comme étant très important pour avoir le ressenti de l'animal par rapport à ses conditions d'élevage. C'est tout ce qui est douleur, et ça on travaille beaucoup dessus, en lien avec Interbev entre autres, sur tout ce qui est écornage, coupe de queue, mamite, boiterie. Les conditions d'élevage, avec entre autres les accès à l'extérieur ou au pâturage, les pratiques d'élevage, la séparation mère-jeune ou le regroupement d'animaux, et également les interactions avec l'homme. Alors, quels indicateurs pour évaluer le bien-être ? Eh bien, on peut avoir différents types d'indicateurs. Est-ce qu'il faut bien voir le virage qu'il y a eu dans la réglementation entre les espèces qui étaient dans des milieux qui étaient assez confinés, comme les porcs, les volailles ou les veaux de boucherie, et les réglementations qui sont mises en place après, entre autres pour les ruminants, c'est qu'au départ,
on se basait surtout aux mesures sur l'environnement de vie des animaux, c'est-à-dire les moyens à mettre en œuvre pour garantir le bien-être animal. Et c'était donc les facteurs de risque. Alors, dans ces mesures sur l'environnement, vous pouvez avoir le nombre d'abreuvoirs, la propreté de l'eau, ce genre de choses. Mais maintenant, on se base plutôt à des mesures sur l'animal, c'est-à-dire les conséquences et les impacts des conditions d'élevage. Donc, on regarde ce que nous dit l'animal. Est-ce qu'il nous dit qu'il est bien, pas bien? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il a un état d'engraissement correct? Donc voilà, donc c'est en fait vraiment la réponse de l'animal, son état et son comportement. Et c'est vrai que maintenant, on se base vraiment sur ce type d'indicateur le plus possible, à part pour certains indicateurs où on n'arrive pas à avoir de mesures sur l'animal. On a aussi les résultats de production et de performance. Ils sont intéressants, mais par contre, ils sont souvent assez tardifs. Quand les performances sont dégradées, c'est souvent que le problème de bien-être et de mal-être est en place depuis un petit moment. Et tout ce qui est pratique d'élevage, donc ça sont des questions qu'on peut poser à l'éleveur pour savoir si les façons de travailler des éleveurs impactent le bien-être. En fait, ce qu'il faut faire quand on fait une évaluation du bien-être, c'est combiner différents indicateurs, à la fois de production, à la fois sur l'animal, à la fois sur l'environnement. On a aussi des règles de décision à prendre. Quel seuil on met sur les indicateurs? Donc ça, entre autres, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur les petits ruminants. Ça a déjà été fait sur les gros ruminants, sur les porcs et les volailles. Et puis, regarder si on a des références par rapport à ces indicateurs. Et le côté important qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces outils qu'on va mettre en place, c'est plutôt pour le contrôle? Donc c'est le cas entre autres de labels, c'est le cas justement s'il y a des étiquetages qui se mettent en place, dans ce cas-là il y a un contrôle. C'est le cas aussi de la conditionnalité des aides pour les éleveurs. Donc dès que vous avez une certification, une étiquette, ce sera un contrôle. Mais vous pouvez aussi avoir des outils qui se mettent en place pour le conseil. Et dans ce cas-là, ils seront par exemple à disposition des techniciens et des éleveurs pour pouvoir faire un état des lieux, évaluer le bien-être à un moment T dans un élevage et voir ce qu'on peut mettre en place pour l'améliorer. Donc ça c'est important parce qu'on ne va pas avoir le même type d'outils en fonction de ce qu'on veut faire. Et de toute façon, dans tous les cas, il y aura forcément un compromis. C'est-à-dire que si on veut faire un contrôle assez rapide, on ne pourra pas avoir 150 indicateurs à considérer dans l'outil. Pour un conseil, des fois, il faut aller un peu plus finement pour certains indicateurs. Donc, c'est vraiment important de savoir quel type d'outils on veut avoir. Alors, des outils, dès 2005, en fait, la Commission européenne avait financé un gros projet qui s'appelait Welfare Quality pour mettre en place un système de label bien-être dans les élevages. Ce projet ne concernait donc au niveau européen que les vaches laitières, les porcs et les volailles. Et ça a permis d'avoir donc des guides avec plein d'indicateurs disponibles et une méthode mais qui était très complexe à mettre en œuvre et très longue, un outil qui était trop lourd en fait à utiliser en élevage. Et donc Welfare Quality, maintenant, il nous sert pour avoir une réserve d'indicateurs, mais il n'a jamais servi à faire un label. Il y a différents outils qui sont en cours de développement par les filières actuellement ou qui sont déjà utilisés. Pour les porcs, il y a un outil qui s'appelle BIP, qui est utilisé par les éleveurs et les techniciens pour évaluer le bien-être. Pour tout ce qui est volaille, lapin, il y a un outil qui s'appelle Eben. Pour les bovins, aussi bien lait que viande, il y a un outil qui s'appelle Boviwell, donc qui a été mis en place par les filières. Et là, on est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train d'élaborer un outil qui s'appelle Semoubienne pour les petits ruminants, donc les ovins et les caprins. Voilà donc en ce qui concerne très rapidement la partie bien-être côté recherche-développement. Et c'est vraiment très rapidement parce que je pourrais vous en parler des heures, mais... Merci beaucoup Anne. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gabin, je travaille chez Interbev Occitanie. Je suis chargé de mission notamment sur tout le développement RSE de la filière régionale et l'accompagnement de la filière nationale. Alors, qu'est-ce qu'Interbev? Interbev, c'est une association qui représente depuis 1979 l'ensemble des professionnels de la filière bétail et viande. Alors, qu'est-ce qu'on compte comme espèces dans la filière bétail et viande? On va compter le bovin. Dans le bovin, on va compter gros bovin, donc le bœuf, la viande de bœuf.
le veau, la viande de veau, ovin, donc la viande de mouton et d'agneau, d'accord, caprin avec la viande de chevreau et de chèvre, et équin, viande de cheval. Là-dedans, on va avoir donc toute la famille production, comme Christophe ici présent, qui est éleveur, avec plusieurs syndicats que l'on va appeler familles, d'accord, notamment l'un des syndicats majoritaires qui est la FNB, la Fédération nationale bovine, pour la section gros bovins. On a ensuite les metteurs en marché, donc là c'est plutôt commerçants en bestiaux, qu'on appelait avant maquignons, qu'on appelle aujourd'hui négociants, qui achètent les animaux autant sur les marchés que en campagne chez les éleveurs. On a ensuite les coopératives d'éleveurs. Donc chez nous, on a plusieurs grosses coopératives qui s'occupent du commerce des animaux et du conseil en élevage. On a ensuite sur la famille, enfin la partie abattage, commerce de gros, transformation, les abattoirs et abatteurs comme Eric, qui est directeur de l'abattoir de Saint-Gaudens. On a ensuite les transformateurs découpe élaboration et tout ce qui va être commerce de gros en viande, qu'on appelle aussi chevillard. Et ensuite, on a la distribution. Dans la distribution, on va retrouver toute la grande et moyenne surface, les restaurateurs, les collectivités, mais aussi toute la restauration commerciale, donc privée. Et enfin, les boucheries et triperies traditionnelles, tout ce qui est artisan boucher et artisan tripier. Ça fait plus de 500 000 emplois aujourd'hui en France. Donc comme j'ai pu vous le dire, on représente l'ensemble des maillons. Nous, on travaille sur des fonds propres. Donc ce sont toutes les cotisations qui remontent à chaque fois dès qu'un animal ou que la viande passe entre les mains d'un professionnel de la filière, pour qu'on puisse travailler comme on fait aujourd'hui et accompagner l'ensemble des professionnels sur l'amélioration des pratiques, mais aussi tout ce qui va être communication sur le produit viande. Donc c'est 22 organisations nationales, 12 comités régionaux, comme moi, donc Interbev Occitanie. On a aussi toutes les autres régions métropoles, on n'a pas dom-tom et on n'a pas les dom-tom, comptez. La Corse fait partie de la région PACA, on est sur PACA Corse. Et enfin les sections avec donc les 5 viandes principales, gros bovin, veau, ovin, équin et caprin. Donc le rôle de ces sections, c'est de définir les actions et les positions collectives sur les sujets relatifs à toutes ces espèces-là. On parlera d'espèces, c'est plutôt pour le type de viande. Et enfin, c'est aussi élaborer les accords interpro, donc c'est tout ce qui va être en fait les relations entre l'ensemble des professionnels de la filière. Ça fait office de loi et derrière nous, ça nous permet d'avoir conscience des droits et des devoirs de chacun pour pouvoir accompagner l'ensemble des professionnels. Et enfin, c'est assurer la gestion de ces fameuses cotisations dont je vous parlais. Donc toutes les missions aujourd'hui, voilà toutes les missions que moi en tant qu'administratif je peux faire au sein de mon comité régional, décider avec mes administrateurs et mon conseil d'administration. J'en ai 3 autour de moi, en comptant André sur l'aval de la filière et la restauration collective. Donc c'est la recherche et le développement, la circulation d'informations technico-économiques via les revues, le travail avec les scientifiques, notamment avec l'IDEL. C'est les enjeux sociétaux, aujourd'hui mes missions principales. On a ensuite la relation avec les parlementaires et les communautaires, le commerce extérieur, donc tout l'export d'animaux vifs mais aussi de viande. La communication, donc communication produits-viande, notamment notre communication naturellement flexitarien. Vous avez peut-être vu passer à la télé ou entendu à la radio, qui est notre communication grand public. On a ensuite les accords interprofessionnels dont je vous parlais, tout ce qui va être cahier des charges, avec l'accompagnement des organismes de défense et de gestion sur le label rouge et l'ensemble des signes de qualité. Et enfin, les guides filières, donc voilà, pour accompagner les professionnels sur comment améliorer leurs pratiques et comment avoir de bonnes pratiques. En 2017 est sortie notre démarche RSE, que nous appellerons RSO, puisque nous sommes une organisation et non une entreprise. Donc c'est donc l'RSO, avec la norme ISO 26000 que vous connaissez sûrement. Et on est la première interprofession du secteur agroalimentaire à être labellisée AFNOR, engagé RSE, confirmé niveau 3, renouvelé en 2021, confirmé, etc., etc. Nous avons 4 piliers dans notre démarche RSO. Aujourd'hui, c'est agir pour préserver l'environnement, agir pour le bien-être, la protection et la santé des animaux, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Agir pour une juste rémunération des acteurs,
de la filière et pour l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, on perd dans l'ensemble des métiers de la filière, on perd du monde avec des métiers qui vieillissant et très peu de jeunes qui rentrent. Donc l'idée, c'est de vraiment attirer du monde dans nos filières. Et Eric en parlera peut-être, dira peut-être un petit mot sur les abattoirs avec un point très critique. Et l'élevage aussi sur l'installation où on est sur une population d'éleveurs de plus en plus vieillissante. Et enfin, c'est agir pour une alimentation de qualité, raisonnée et durable. Aimez la viande, mangez-en mieux. Voilà notre topo. Donc c'est de l'amélioration continue. Je vais l'expliquer rapidement, mais j'imagine que vous la connaissez. Donc c'est à terme, on établit les diagnostics, les pratiques. On va identifier nos enjeux prioritaires. On va continuer, valider nos orientations avec nos conseils d'administration des différentes sections. On engage derrière des études R&D, alors avec l'ensemble des représentants techniques que l'on peut avoir autour de la table, notamment l'IDEL pour l'élevage et les metteurs en marché. C'est ensuite concevoir des outils, une démarche de progrès. On déploie sur le terrain et derrière on évalue. Et ensuite on revient et on fait le tour, on n'arrête pas. Toute cette démarche, donc du pacte pour un engagement sociétal, c'est le nom de notre démarche RSO. On travaille donc tout en rouge, c'est la filière. Donc ça va être tous les fournisseurs, donc les prestations intellectuelles de services, etc. Les salariés de la filière. Et ensuite les filières d'élevage et viande avec les organisations nationales, les adhérents, tout ce dont j'ai pu vous parler. Et enfin, c'est les clients consommateurs. Autour de ça, on a tout le monde qui tourne. Donc tout ce qui va être l'État, les conseils régionaux, départementaux, etc. Toutes les collectivités et les associations. On travaille beaucoup avec les ONG, notamment sur l'environnement, WWF, la Fondation Nicolas Hulot. Et aussi sur le bien-être animal, on va avoir CIWF, qui est une association pour le bien-être des animaux de ferme. On a l'OABA, qui est l'association de protection des animaux sur les marchés de bétail et dans les abattoirs. C'est tout ce genre d'associations avec lesquelles on travaille directement, les associations consommateurs aussi. Voilà, donc c'est tout ce travail que l'on fait de manière générale pour accompagner. Voilà un peu les points sur lesquels on peut travailler. Donc pour l'environnement, ça va être valoriser finalement notre élevage herbager français, qui fait aujourd'hui notre fierté et qui est quasiment qui représente l'élevage ruminant français, avec tout le travail que l'on peut faire sur les transhumances, tout le travail en estive. Mais c'est aussi beaucoup d'endroits, c'est plus de 13 millions d'hectares qui sont aujourd'hui travaillés et qui ne peuvent pas être mécanisés aujourd'hui. Donc on a de l'herbe et donc les animaux transforment cette herbe pour nous donner derrière des vitamines et des éléments minéraux essentiels à notre développement. On a ensuite renforcé l'autonomie des élevages et lutté contre la déforestation importée. C'est notamment des projets que l'on peut travailler nous en région sur comment travailler et valoriser l'autonomie protéique de nos élevages aujourd'hui en région. Et c'est atténuer et s'adapter au changement climatique. C'est aujourd'hui ce que l'on fait et c'est notre projet majeur aujourd'hui. Ensuite, on a le bien-être animal, la protection de la santé des animaux. Garantir le bien-être de nos animaux, on va en parler. Garantir la protection des animaux au transport, le metteur en marché, tout ça, je vais vous en parler. Anne vous a parlé de l'élevage. Et ensuite, c'est la protection des animaux à l'abattoir. Ensuite, c'est assurer une juste rémunération des acteurs de la filière, notamment en accompagnant les professionnels sur aujourd'hui la nouvelle loi, qui est la nouvelle loi Egalim, avec la contractualisation obligatoire, protégeant la juste rémunération des éleveurs, et avec une construction du prix en cascade, de l'amont vers l'aval. Et ensuite, pour l'alimentation de qualité, c'est favoriser un approvisionnement responsable et de qualité pour la viande en restauration, comme dans les grandes moyennes surfaces chez les artisans. Et ça, enfin, favoriser une consommation équilibrée et raisonnée de viande. Je vais laisser la parole à Christophe. Après cette présentation, vous avez pu voir tout le travail qui est fait en élevage aujourd'hui et l'accompagnement des instituts techniques. Christophe va se présenter. Il est éleveur de veaux d'Aveyron et du Ségala dans le Tarn. Bonjour à tous, merci Gabin. Donc oui, comme tu le dis, éleveur de veaux d'Aveyron du Ségala, donc c'est éleveur de veaux sous la mer dans le Tarn. J'ai aujourd'hui 90 vaches et donc je produis mon renouvellement, quelques bêtes des mères qui partent à la boucherie, donc faire du bœuf, et 60 à 70 veaux par an d'Aveyron du Ségala, sur une démarche qui est une démarche label, IGP,
assez spécifique donc de cette zone du Ségala qui regroupe l'Aveyron, le Tarn, enfin une partie de l'Aveyron, une partie du Tarn, un peu du Lot et un peu du Tarn-et-Garonne. Donc on est aujourd'hui un peu plus de 400-450 éleveurs engagés depuis plus de 20 ans dans cette démarche. Voilà, moi j'ai essayé de faire un peu bref parce que je vois que le temps défile, il faut qu'on se laisse un peu de temps aussi pour les questions et les échanges. Il y a un message que j'aimerais faire ressortir de cette petite présentation sur le bien-être animal. C'est que le bien-être animal et l'élevage, c'est un intérêt commun. Parfois, on veut nous faire croire le contraire, mais moi, sur ma ferme, plus les vaches sont bien, plus elles produisent, plus les animaux à qui j'ai donné finalement ma passion, ma vie, beaucoup de temps, sont bien dans leur peau et à la fois, et j'y reviendrai tout à l'heure, je trouvais hyper intéressant les 4 axes, mais aussi dans ce qu'elles ressentent, plus elles sont bien. Plus moi je suis bien, plus mon petit gamin qui cet après-midi a voulu rester un petit peu dans l'étable avant d'aller au foot, je sais que voilà, le comportement des animaux il est bon et Moncho il peut se balader à côté sans prendre trop de risques parce que finalement elles se sentent bien chez nous. Donc je pense que on veut souvent ou peut-être de plus en plus l'image dans notre société d'un élevage qui s'oppose à ces questions de bien-être. La réalité est bien le contraire. À la fois pour les éleveurs, on a tout intérêt à se poser les bonnes questions pour que nos animaux se sentent le mieux possible chez nous. C'est comme ça qu'on élève, c'est la base de notre métier. Je disais deux petits axes pour regarder ça. Gabin dit le premier, et là aussi à mon sens il y a des complémentarités. Quand tu parles des 4 mesures prises en compte par le RSO d'Interbev, à savoir l'environnement, le bien-être, la santé, la rémunération des éleveurs et de tous les acteurs de la filière et derrière la qualité du produit. Mais là aussi, il ne faut pas regarder un sans regarder les autres. Malheureusement, et je ne me suis pas présenté totalement, je suis aussi vice-président de la Chambre d'agriculture du Tarn. On a eu l'occasion, tu parlais d'associations, on a eu des mises en avant dans les médias de cas, par notamment L214. L'opinion publique s'arrête à la vidéo. Quand on creuse, on voit derrière parfois une souffrance humaine, une souffrance sociale, un lâcher-prise des éleveurs, un lâcher-prise des personnes qui s'occupent des animaux. Et quelque part, c'est ça qui induit tout. Et pour être allé dans une ferme de suite après la publication d'une de ces fameuses vidéos, j'ai vu un environnement social, un environnement humain des personnes qui étaient au fond du seau. Et je pense qu'il faut pas regarder un axe sans regarder l'autre, et je reviens sur ce que tu disais, on ne peut pas regarder que l'environnement, on ne peut pas regarder que le bien-être, il faut regarder un tout dans lequel l'homme a toute sa place, et je pense qu'avec ça, on arrivera à faire progresser durablement nos filières d'élevage. Donc ça, c'était pour le premier regard. Sur le second, qui me concerne un peu plus, quand tu donnes les 4 principes du bien-être sur mon exploitation, moi ça je le vois au quotidien. Moi j'ai monté mon élevage il y a 2009, j'avais pas de bêtes, j'avais cette passion des animaux, j'ai loué des terres, j'ai fait des bâtiments. Petit à petit j'ai pu progresser dans ce que j'offrais à mes animaux. La taille des bâtiments, mon savoir-faire, il y a aussi cette part assez inquantifiable, inqualifiable, qui est juste l'expérience, le fait de voir au bon moment qu'une vache, elle commence à un petit peu souffler des poumons, on intervient, on fait un petit traitement, c'est fini, on n'en parle plus. Si on laisse la maladie petit à petit gagner parce qu'on n'a pas l'œil, parce qu'on n'a pas le bon regard, voilà, il faut derrière des soins un petit peu plus forts. Donc ça, c'est l'expérience, c'est les moyens, et dans les moyens, la question de l'alimentation, elle est fondamentale. On traverse cette année une période de sécheresse inédite avec derrière des baisses dans nos récoltes, dans la qualité, la quantité de nos fourrages. Clairement,
Et malheureusement, pour le coup, chez moi, cette année, je le disais tout à l'heure, on va se séparer de 5-6 vaches parce que quand on a fait le bilan global de ce que l'on avait dans les hangars avec ce qu'on était capable de leur amener comme étant une bonne alimentation équilibrée à la fois sur les besoins énergétiques, sur les besoins protéiques, en se donnant les moyens de rajouter les minéraux, les vitamines et tout ce qui va bien pour qu'elles soient métaboliquement dans les meilleures conditions. On a fait ce bilan fourragé qu'on appelle, et puis on a calculé le nombre de bêtes qu'on pouvait nourrir jusqu'au mois de juin qu'on refauche l'an prochain, et on a essayé de composer comme ça pour qu'au final aucune bête ne pâtisse d'un déficit et d'une alimentation déséquilibrée. Donc ça, c'est un enjeu à mon sens principal, tout comme le logement. Et je le disais quand j'ai présenté un peu mon parcours tout à l'heure, j'ai créé ma ferme et j'ai aussi créé mes bâtiments. Un peu tâtonné, alors on s'est appuyé de bons conseillers à la fois autour des instituts de l'élevage, de l'INRA, des MSA aussi qui ont ce savoir-faire aujourd'hui pour nous aider à mettre tous les outils de contention qui vont bien pour qu'on soit nous en sécurité, pour que les animaux soient le plus possible en sécurité. Et clairement aujourd'hui où on arrive à monter des bâtiments qui sont quand même à l'optimum en termes de surface, en termes d'outils pour contenir, pour travailler avec les animaux. Je m'aperçois que le relationnel aussi que je peux avoir avec mes bêtes à ce moment-là est meilleur, quoi. Quand on va faire attraper une vache pour la passer dans une caisse pour parer un pied qui commence à y faire mal, si ça se fait un claquement de doigts, que la caisse elle se met au bout d'un couloir, que la vache elle y va toute seule dedans, elle souffre beaucoup moins, et au final c'est sûr, et ça j'en conviens, elle se sent mieux, elle guérit beaucoup plus vite, et il n'y a aucun risque ni pour les uns ni pour les autres dans cet enjeu lié aux besoins physiologiques, à la santé et aux outils que l'on a. Pour moi c'est quelque chose d'important. Je te regarde Gabin, tu es le maître du temps, est-ce que je peux continuer un peu ou pas? Donc voilà. Le quatrième point qui est peut-être plus difficile à apprécier, c'est les questions de sensibilité. Parce que parfois, il peut y avoir des idées reçues, il peut y avoir une vision, nous, d'humains, de dire, on n'a pas forcément le même ressenti que les vaches, quoi. Ni que les cochons, ni que les agneaux. Ce que nous, on pense top pour nous, n'est peut-être pas top pour eux, et vice-versa. Et donc ça, il faut apprendre à les connaître, apprendre à les observer. La question, et tu en parlais, c'est la question de l'écornage. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, alors en montant mon troupeau, on achète un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et je suis en train de perdre des piles à mon micro, on va voir si ça tient. Et on les mélange. Et le temps... Et le temps pour les animaux d'apprendre à se connaître, d'apprendre à apprendre à vivre ensemble, finalement, c'est un peu comme les humains. Quand on met 5 gamins dans une salle de classe, il y en a pour 6 mois avant qu'ils soient copains et qu'ils arrivent à s'amuser ensemble. Les vaches, c'est un peu pareil. Quand on les mélange, il y a un temps d'adaptation, il faut qu'il y ait une certaine dominance qui se fasse. Et c'est vrai que moi, derrière, quelque chose que j'avais trouvé extrêmement important, c'est d'enlever les cornes. Alors, il y a des méthodes pour enlever les cornes en anesthésie, patati, patata, on l'a fait. Et tu l'as dit, ça peut être une problématique en termes de bien-être pour l'animal, parce que sur le coup, ça peut faire mal. Par contre, au final, dans le comportement global du troupeau, les vaches qui se tapent entre elles, quelques bêtes au début quand j'avais des cornes qui se retrouvaient avec un abcès, un truc, parce qu'elles avaient pris un coup de corne justement, aujourd'hui on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour pallier à ça? Il y a du travail sur la génétique. Et on s'est aperçu au fil du temps qu'il existait sur les ruminants un gène sans cornes, qui est un gène dominant, mais qui n'avait jamais été sélectionné. Aujourd'hui, moi j'ai 70% de mon cheptel de renouvellement qui naît avec ce fameux gène sans cornes, parce qu'on est allé faire une sélection génétique, parce que dans mon élevage, dans mes conditions de travail, je trouvais que les bêtes avaient les cornes, justement, entre elles, c'était pas forcément tip-top pour leur relationnel et pour leur savoir-être. Donc voilà un petit peu les petits axes que je voulais mettre sur ces questions de sensibilité, de comportements sociaux et de relations aussi avec l'homme qui me paraissent assez importants. Dire un mot sur l'intérêt, et je l'ai
ça aurait été pas mal finalement l'axe de ma prise de parole, de parler d'intérêt commun, c'est la notion d'approche globale. C'est qu'on ne peut pas simplement regarder une ferme, avec à la fin, en se posant à la fin la simple question de la qualité de la viande. Il y a intérêt à regarder un petit peu tous les paramètres, que ce soit les cultures, que ce soit l'abreuvement, que ce soit les bâtiments, que ce soit l'humain, le temps de travail, tellement de choses. C'est ça qui, au final, fera que nos fermes, que nos agriculteurs se sentiront bien, que nos fermes seront bien finalement adaptées et que les animaux seront bien dedans. Allez, je conclus là et je laisse la parole à Eric qui a un peu de temps. Merci Christophe pour toutes ces explications. Pour revenir rapidement sur le gène sans corne, sachez que donc sélection génétique, on est sur un père avec le gène dominant et une mère avec le gène dominant, et on fait une sélection par la reproduction. Il n'y a pas d'OGM chez les animaux. Voilà. Juste pour clarifier. Pardon, oui, excusez-moi. Ça me paraît assez évident. Oui. On n'a pas intégré un gène dans les vaches, c'est bien ce que je dis. On est allé chercher des vaches qui avaient ce gène, on les a croisées et par le croisement, on a réussi à ne plus avoir. Donc, là, on va parler rapidement de... Après l'élevage, il y a 2 autres étapes sur la filière. C'est les metteurs en marché. Donc, qu'est-ce que les metteurs en marché? Donc, on l'a vu, c'est tout ce qui va être commerçants en bestiaux et coopératives. Et dans ces metteurs en marché, eh bien, il y a le transport. L'animal va quitter l'exploitation, l'animal va arriver sur un centre de rassemblement et va repartir en camion vers un abattoir. Ces centres de rassemblement vont travailler toute la semaine à rassembler des animaux, à faire des lots demandés par les clients de l'aval et derrière renvoyés vers les abattoirs. Donc il y a tout ce transport et il y a toute cette logistique transport. De là, on a un vadémécum qui est sorti par Interbev sur le transport en 2007. On a ensuite un guide de protection sur les marchés d'animaux. Les marchés aux bestiaux, il y en a quelques-uns. On en a notamment 2 chez nous, majoritaires. On a celui de Rabastens de Bigorre qui a réouvert cette année. Et on a le très gros, celui de Sévérac-l'Église de Lessac, en Aveyron. Un énorme marché. Vous pouvez le visiter d'ailleurs, c'est ouvert à la visite les jours, le mardi, le jour de marché. Et l'idée est de vendre, en fait, c'est des négociants qui se retrouvent ou des abatteurs qui se retrouvent pour acheter les animaux. Ça fait partie de la culture de la filière française. On a ensuite une évaluation avec une compétence à valider, avec un CC3, un certificat de transport des animaux, qui est obligatoire à passer dès qu'on veut conduire un camion et passer 65 km de transport avec des animaux vivants. Voilà, c'est important. Tous les transporteurs français ont cette accréditation et ont ce certificat. Aujourd'hui, ils sont capables de voir si les animaux sont bien et ont ce bien-être qui est valorisé. Et ensuite, on a un diagnostic interprofessionnel de la protection animale en centre de rassemblement avec un objectif de 100% des centres de rassemblement d'ici à 2021, donc c'est passé. Mais on travaille encore à réaliser de nouveaux diagnostics dans ces centres de rassemblement puisqu'on est dans l'amélioration continue. Le voici, ce fameux test, cette fameuse certification. Donc c'est 88 indicateurs couvrant toutes les étapes du centre de rassemblement. L'animal, il arrive, il est déchargé, il passe dans une bascule, il est trié ensuite, il est mis dans des lots homogènes. Donc on revient sur la reconstruction de cette fameuse dominance et hiérarchie dans le groupe animal. Donc on a toute la sensibilité animale qui est remise et qui est retravaillée à ce moment-là. On a un paquet d'indicateurs qui nous permettent d'observer tout ça et de valider tout ça avec des réglementations qui suivent. Ensuite, on a un diagnostic de protection animale à l'abattoir. Donc quand l'animal quitte ce centre de rassemblement, il monte dans un camion, il arrive à l'abattoir, il descend dans la bouverie, notamment par exemple celle d'Eric. Il arrive et là, donc nous on a fait un guide de bonne pratique de la maîtrise de la protection animale des bovins à l'abattoir. Il faut savoir qu'il y a des responsables de protection animale dans tous les abattoirs. Il y en a plus de 3500 aujourd'hui en France sur 280 abattoirs, merci Eric. 280 abattoirs, donc plus de 3000, ça fait beaucoup d'agents dans les abattoirs. Et aujourd'hui, c'est un jour de diagnostic pour vérifier si toutes ces pratiques sont vérifiées. On a des diags de antémortem, donc avant, fait par les vétérinaires, et on a un diag post-mortem
suite à la mise à mort de l'animal. Donc plusieurs champs d'application, d'accord, comme je vous l'ai dit, déchargement des animaux jusqu'à leur mort. À partir de ce moment-là, le bien-être animal, il n'y a plus. On est sur le respect et l'HACCP pour la qualité de la viande. 100% des abattoirs ont réalisé ce diagnostic aujourd'hui avec 3 volets: le contrôle des conditions structurelles et de fonctionnement, le contrôle de la maîtrise documentaire, la remontée statistique. Donc voilà toutes les étapes aujourd'hui: manipulation générale, le déchargement des camions, la réception et l'identification, la qualité du logement des bouveries avec des projets aujourd'hui qui naissent et qui permettent d'améliorer et d'accompagner les professionnels sur l'amélioration de leur bouverie, la reprise et l'amener des animaux, l'entrée dans le box d'immobilisation, l'étourdissement, d'accord, et l'affalage, accrochage, hissage, saignée de l'animal. On a aussi tout ce qui va être abattage sans étourdissement pour les abattages rituels, voilà, halal ou kasher. Donc quelques chiffres: le nombre d'abattoirs réalisés un diagnostic de protection animale, les voici avec des évolutions. Aujourd'hui, nous en région, comme je vous l'ai dit, on a un comité régional interbev, donc on accompagne nos abattoirs en région. On a 28 abattoirs spécialisés ou multi-espèces aujourd'hui, comptant les ruminants en région. Et on s'appuie sur des outils de proximité pour le déploiement de grilles et de formation bien-être animal de l'ensemble des opérateurs pour améliorer le bien-être au sein de nos abattoirs régionaux. On a eu 6 abattoirs pilotes: Saint-Giron, Pamiers, les 2 en Ariège, Saint-Céré dans le Lot, Saint-Gaudens aujourd'hui chez nous en Haute-Garonne, Villefranche-de-Rouergue en Aveyron et Montauban dans le 82, avec des copiles, des objectifs, etc., etc. Je laisse la parole à Eric. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Donc Eric, qui est directeur de l'abattoir de Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Ok, merci Gabin. Donc Eric Barnet, directeur de l'abattoir Saint-Gaudens, en poste depuis plus de 20 ans, à l'abattoir depuis plus de 30 ans. Et si je vous donne ces dates, c'est pour revenir sur le mot sensibilité qui a été dit 3 ou 4 fois déjà. Sachez qu'en 90, cette notion-là était dans mon contrat de travail. Donc on parle de la sensibilité des animaux à cette époque-là. On en parlait aussi déjà. Et comme l'a dit Anne, c'était encore beaucoup plus vieux. Alors bien sûr, ça a pris une ampleur fabuleuse avec les mauvaises images qui ont paru à la télé. Donc ça a fait réagir pas mal la filière. Côté abattoir, nous avons des obligations de formation sur justement la protection animale. Donc tous ceux qui manipulent les animaux, du déchargement, la manipulation des animaux, l'assommage, le hissage, la saignée, tous ces gens-là, et il vous en faut plusieurs dans un abattoir pour avoir le turnover, tous ces gens-là ont une formation protection animale qui est sanctionnée par un audit, qui est un QCM, une quarantaine de questions par espèce, et ça c'est valable 5 ans. Et quand la personne a sa capacité, c'est le préfet qui l'autorise par tout un tas de documents à travailler à l'abattoir. Et donc quand la personne exerce, les services de contrôle, la DDPP, à savoir qu'en France, pas de service de contrôle, pas d'abattage, donc on a des obligations quand même, et ce qui donne finalement une sécurité à tout ce qui se passe dans les outils en France. C'est le service de contrôle qui l'autorise à travailler. Et il vous manque cet opérateur, un jour, vous ne travaillez pas. Donc vous voyez, on a intérêt à avoir un bon nombre de personnes qui sont formées à ça. Et de plus, Gabin l'a dit, on parle des RPA, responsables protection animale. Dans chaque outil, on en a plusieurs, ou quand il y en a un qui s'absente, et puis aussi pour la notion de congé. Donc vous voyez, en termes de formation, c'est assez lourd. Pour ma part, il y a 4 RPA à l'abattoir à Saint-Gaudens. Pourquoi 4 ? Parce que j'en ai un qui part bientôt à la retraite. Donc voilà, il faut penser aussi au renouvellement des compétences. L'abattoir Saint-Gaudens, on est un outil multi-espèces. Donc on fait bovin, donc gros bovin, du veau, de l'agneau, du porc. 10 000 tonnes par an de carcasses qui partent, ça ne vous représente pas grand-chose. Mais si je vous dis 1200 agneaux la semaine, 400 porcs à la semaine environ, 180 vaches et puis 300 veaux. Voilà ce qui se passe dans la semaine. Et en donnant ces notions-là, ça peut vous paraître peut-être beaucoup pour celui qui ne sait pas de quoi on parle, mais on est un petit outil. Voilà, on n'est pas un outil industriel.
tout ce qui se passe à Saint-Gaudens, on a un approvisionnement qui est quand même, je dirais, régional, je ne vais pas dire local, régional, la grande région Occitanie. On peut avoir aussi, aussi des conditions de transport que tout le monde entend avec l'optimisation des coûts, on peut avoir aussi des camions qui arrivent du Limousin. C'est pas si loin que ça. Voilà. Et si ça choque aussi des gens de transport, puisqu'on en a parlé, mais c'est aussi facile d'aller chercher un camion de vaches à Limoges, de descendre à Saint-Gaudens, que des vaches qui seraient à Luce-Saint-Sauveur, de les emmener à Saint-Gaudens. En temps de transport, on est à peu près pareil. Et la vache sera beaucoup plus à l'aise en venant de Limoges qu'en venant de Luce-Saint-Sauveur. Par exemple, les virages, la montagne, vous voyez. Donc cette notion, il faut l'avoir aussi. Pour revenir donc du coup sur l'environnement des animaux, il faut admettre qu'à l'arrivée à l'abattoir, on a une multitude de provenances d'animaux qui sont quand même délogés de chez eux, qui arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, avec d'autres animaux qu'ils ne connaissent pas. Ça rend compliqué aussi, effectivement, la manipulation des animaux. Ils arrivent, on ne les connaît pas. Donc nous, on essaye de les avoir le moins longtemps possible. Certains, on essaye de les faire rentrer le matin, ils restent 3-4 heures en attente chez nous, et après, ils vont à l'abattage. Et on se met une contrainte, c'est 12 heures. 12 heures maximum. Pourquoi? C'est parce qu'au-delà de 12 heures d'attente, dans les notions de bien-être animal, nous sommes obligés de nourrir les animaux. Bon, si ça arrive que ça dépasse 12 heures, on les nourrit, mais on essaye que ça fasse moins de 12 heures. Purement et simplement, ce n'est pas notre job de nourrir les animaux. Et puis après, plus le temps d'attente est long, aussi plus il y a de risques. Et imaginez aussi qu'entre le départ de la ferme, et ça je parle à un éleveur, Christophe, entre le départ de la ferme et l'arrivée à l'abattoir, la vache, elle diminue en poids, surtout en été, par exemple. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait le temps le plus court entre le départ de la ferme et l'abattage. Voilà. Donc du coup, quand elle arrive chez nous, on a plusieurs notions, plusieurs choses à contrôler. D'abord, c'est l'état de propreté des animaux. C'est un critère qu'on a mis en place dans les abattoirs depuis très très longtemps. Ça, c'est directement lié aux problématiques de steak haché. Plus la vache elle est sale, plus il y aura de contamination possible pour obtenir une viande propre. Et si cette viande, elle va aussi au steak haché, donc d'où l'intérêt. Plus la vache elle est propre, moins on aura de problèmes bactériaux, plus on peut aller vers des transformations compliquées. Le steak haché est une transformation très compliquée au niveau sanitaire. Première chose, donc l'état de propreté. Il faut que la vache soit, ça c'est un critère qu'on a dans nos accords, saine et loyale. Donc qu'elle n'ait pas de maladie. Bon, ça forcément, on ne peut pas forcément le voir quand on reçoit l'animal, mais il faut qu'elle soit saine. Donc on a sur les passeports l'éleveur qui a déjà dit et rayé certaines notions ou apporté aussi certaines notions en disant attention, cette vache elle a ça, elle a ça. Ça c'est ce qu'on appelle l'information sur la chaîne alimentaire. Donc on a intérêt à connaître l'état de santé de la vache et voir visuellement si extérieurement elle n'a rien. On a parlé d'abcès par exemple, ou une vache écornée, qu'est-ce qui s'est passé, ou une vache qui boite, une vache qui a un abcès, voilà. Ça. Et loyal, c'est que l'ensemble des documents qui sont fournis avec l'animal correspondent à l'animal. Donc c'est des chiffres, c'est des numéros qui sont sur les oreilles, vous l'avez tous vu à la télé ou dans des images, et que ça corresponde avec le carton qui suit la vache, c'est son passeport, sa carte d'identité qui arrive. Et là, on a des banques de données nationales. Donc quand on enregistre les animaux, il y a des échanges qui se font avec donc cette banque de données nationale. On peut aussi savoir si la vache, quelque part, elle n'a pas été tuée déjà 2 fois, on ne sait jamais. Ça n'arrive plus. Je veux dire, on n'a jamais de contrôle, on n'a jamais de retour sur ces problèmes-là. Mais vous voyez, le système est quand même bien fait. Tout est centralisé. Et ensuite, saine et loyale et propre, je le dis. Ensuite, on le décharge logement. On a parlé des logements. Il nous faut des logements adaptés. C'est une grosse problématique en abattoir, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va venir. C'est gros, c'est petit, c'est long, c'est large. Elle a des cornes, elle n'a pas de cornes. On ne sait pas. Donc ça, c'est une difficulté des outils. Donc on a des dimensions standards. Une vache, les couloirs, nous, ils font 90 cm. Alors, si la vache, elle fait 1 mètre de large, on fait quoi? Donc, on appelle ça un animal hors gabarit. Et à nous de mettre en place tout un système pour éviter la souffrance. On ne va pas faire maigrir la vache ou la contrainte à rentrer dedans. Donc, voilà, aujourd'hui, ça fait partie ce qu'on appelle de nos modes opératoires normalisés. Il faut prouver au service de l'État et puis aux gens qui viennent nous contrôler qu'on met un système en place à côté qui permet l'abattage de la vache sans la faire souffrir.
Voilà. Mais un hors gabarit, ça serait un tout petit veau, finalement, qui, dans ses 90 cm de large, il fait que 30. Il fait quoi, le veau, là-dedans? Vous voyez? Et là, nos outils ne sont pas adaptés à toutes ces conformations. Donc, à nous d'apporter le maximum d'encadrement à ça. Et là, ce sont les opérateurs. Donc, il faut trouver les opérateurs. On parlera recrutement vite fait à la fin, mais qui est apte aujourd'hui à venir travailler à l'abattoir en ayant toutes ces compétences? Je ne connais pas. Personne ne connaît. Donc franchement, ce sont plutôt la facilité, savoir des gens qui viennent du monde de l'élevage, qui ont plus ou moins vécu ça. Nous, c'est assez souvent, c'est tous les jours qu'on vit ça. Et donc le recrutement est difficile parce qu'il y a de moins en moins de ces personnes. Hein. On est plutôt dans des recrutements à faire passer des annonces Pôle emploi ou les agences d'intérim ou autres, et puis les gens viennent découvrir le métier. Donc c'est pour ça que notre problématique aujourd'hui, pour avoir les compétences dans les abattoirs, c'est déjà s'intégrer à ce milieu-là, savoir si c'est adapté plus ou moins à son objectif de vie. Difficile de dire ah ouais, c'est mon objectif, ouais, travailler dans un abattoir. Quand on est là en boîte, c'est moins sexy de dire je travaille à l'abattoir que je travaille à la NASA. Hein. Pour emballer, c'est pas la même chose. Je suis désolé, mais on va parler de choses claires et nettes. Voilà. Donc vous voyez, on a un sacré souci d'image. Et donc à nous un petit peu de montrer la bonne chose. Alors sachez qu'on a beaucoup d'abattoirs aujourd'hui qui font les portes ouvertes. Ça c'est quelque chose qui a été mis en place par l'interprofession bétail et viande, ça s'appelle Made in Viande. Certains ont participé à ces portes ouvertes. Made in Viande, c'est tous les ans, l'agroalimentaire ouvre les portes. Alors ça peut être des cuisines, ça peut être des bouchers et autres. Moi c'est l'abattoir. Je fais visiter l'abattoir à des gens qui ne connaissent pas. Franchement, mis à part une fois, quelqu'un qui est venu protester haut et fort à bas les abattoirs, c'est la seule personne, mais je l'ai prise sous mon épaule, pas de souci, on va visiter quand même. Elle est repartie bien contente, mais je l'ai fait visiter et je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. En fait, quand elle est dans un milieu entouré de gens qui ne sont pas contre ce style d'alimentation, c'est tombé un peu à plat son affaire. Et tous les gens qui viennent, pour mon nombre, repartent avec justement un bel a priori. Pour certains, j'ai entendu 2 fois dans ma vie des gens qui m'ont dit « Vous m'avez redonné confiance à la viande ». Et nous sommes nombreux en abattoir à faire déjeuner de porte ouverte. Parce que notre métier, il est encadré. Il est encadré sanitairement. Les services vétérinaires, ils sont en permanence. Pas de service vétérinaire, pas d'abattage. Tous les gens qui travaillent là-dedans, je peux vous dire qu'on a des formations d'encadrement. On a parlé des RPA, on a aussi les OPA, les opérateurs qui sont là. Et puis finalement, les personnes sont encadrées et formées. Je vois aussi des fournisseurs. Donc la première des choses que l'on dit aux gens qui rentrent, c'est soyez vigilants par rapport aux animaux, pas de maltraitance. Là où on a ciblé la maltraitance, c'est sur l'anesthésie des animaux, la saignée des animaux. C'est les images qui ont défrayé les chroniques. Un animal aujourd'hui qui est anesthésié, on vérifie tous les signes d'inconscience. Ça, c'est un gros travail aussi que Anne et son équipe font. Mais nous aussi, Fédération, on travaille là-dessus. C'est apprendre les gens, c'est quoi un signe d'inconscience, et de le vérifier. En plus, donc dans les fournisseurs, aujourd'hui, on a des systèmes sur les porcs et les ovins d'enregistrer, ils sont anesthésiés avec un système électrique, d'enregistrer tous les paramètres. C'est une sorte de garantie d'efficacité et aussi de prouver. Et réellement, tout ce qui nous a manqué ces dernières années, quand on a été mis à mal par la société, c'est on n'était pas capable de donner des chiffres. On n'est pas capable de dire je suis bon à 100%. C'est pas vrai, moi le premier. Mais peut-être que je suis bon à 99 ou à 98. Et c'est là où la profession a dit il faut absolument qu'on ait des critères pour quantifier et pour dire je suis bon. Parce que, excusez-moi, mais jamais on fera un 100%. Je vous donne des exemples très simples. Pourquoi le chauffeur de bus a fait ramassage scolaire avec 3 grammes d'alcool? Qu'a fait le prestataire du transport? Pourquoi le mécanicien, quand vous êtes reparti de chez lui, votre moteur il est tombé en panne encore à nouveau? Mais le mécanicien, alors, lui aussi, il doit avoir. Donc, mais tous les jours, cette notion, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, elle y est. À nous de maîtriser, que ce soit le minimum, voilà, et d'apporter des preuves. Une preuve, et on est beaucoup en abattoir à travailler dessus, c'est la vidéo. Je suis contre la vidéo,
Et j'ai été contre, et je me suis positionné contre la vidéo. Je vais dire pourquoi. Parce que quand on parle de vidéo, tout le monde voudrait avoir accès aux images. Je fais des visites d'abattoirs et j'ai mes vidéos et j'accompagne et je décris ce qui se passe sur les images. Et là, on peut comprendre les images. Si vous donnez les images en pâture, les gens vous disent ça va pas. Moi, je vais vous dire pourquoi la vache, elle peut se balancer au bout de l'élingue de saignée. Et c'est très peu, c'est très peu. Et on regarde tous les signes d'inconscience. Voilà. Donc les images, sachez que beaucoup d'abattoirs ont des caméras, moi aussi, mais on garde nos images pour nous. Et s'il y a contestation, on est capable de les ressortir et de prouver et de montrer. Voilà. On essaye d'apporter le maximum de garanties autour de nos activités. Je fais court, j'arrête. Et dernièrement, recrutement, mais je vous l'ai dit, hein, ouais, je ne sais pas trop aller recruter. Aujourd'hui, les gens ne restent pas assez longtemps dans les abattoirs pour s'imprégner du métier et puis aussi y rester longtemps. Dernière chose que je voudrais dire, la difficulté qu'on a aussi dans les outils, c'est que l'apprentissage est très long, ce qui fait que les gens qui veulent rester 15 jours ou 3 semaines ou un mois, bah, ils ne peuvent pas rester dans nos outils, quoi. On ne les prend pas. Voilà. Je m'arrête là. Ouais. Vas-y, question-réponse alors. Merci. Donc, merci beaucoup Eric pour ton témoignage. On pourrait rester là des heures à les entendre parler. On travaille aussi sur la réduction de l'utilisation des antibiotiques avec un plan national éco-antibio depuis 2012. Aujourd'hui, on a éco-antibio 2, si je ne dis pas de bêtises. Et on travaille donc. Pourquoi on réduit les antibiotiques ? Surtout pour éviter en fait le transfert d'antibiorésistance entre la viande et le consommateur. Voilà, puisqu'on partage le même système immunitaire. Je laisse la parole à Anne pour la conclusion, l'ouverture. Et donc, juste pour finir, on va être un petit peu en retard. C'est pas bien aussi. Donc parler d'un réseau mixte technologique qui s'est mis en place récemment, l'année dernière, qui s'appelle One Welfare. Plusieurs fois, Christophe a parlé justement du fait qu'il fallait prendre en considération également l'éleveur. Et ce RMT One Welfare, justement, s'intéresse, puisqu'il a déjà commencé, au bien-être des animaux, mais également au bien-être de l'éleveur. Mais également aussi à l'environnement. Donc ça veut dire que c'est un peu dans un esprit de durabilité de l'élevage que ce RMT s'est mis en place. Et le principe, c'est justement l'interdépendance du bien-être des humains et des animaux et du lien de ceux-ci avec l'environnement. Donc, je ne vais pas tout vous détailler parce que... Et donc, les objectifs de ce RMT, c'est d'explorer, donc s'approprier le concept du One Welfare et ses méthodes, sachant que dans ce cas-là, on n'a pas affaire qu'à des scientifiques classiques, mais aussi à des sociologues, à des psychologues, quand on parle de l'humain. Illustrer, puisque ce sera aussi identifier des systèmes d'élevage One Welfare, et former vers des éleveurs aptes à ce One Welfare. Et donc, beaucoup de personnes interviennent dans ce RMT. D'ailleurs, les interprofessions y sont présentes également, enfin, ils sont représentés. Et vous voyez qu'il y a tous les instituts techniques qui y sont, mais il y a aussi toute la partie vétérinaire, les éthologistes, les physiologistes, l'INRAE évidemment, l'ANSES, les chambres d'agriculture. Voilà, on a beaucoup de structures, des lycées agricoles également. Et il y a aussi toute la partie humaine, justement, avec la sociologie, la psychologie et l'ergonomie, qui est très importante aussi, hein, parce que l'étude du poste de travail dans les différents secteurs, que ce soit l'élevage, le transport dont a parlé tout à l'heure Gabin, et puis l'abattage dont a parlé Eric, tous ces postes, il est important de voir comment les gens sont le mieux possible dans leur travail. Voilà, donc ça c'est vraiment important de voir que ce RMT s'est mis en place pour essayer de travailler avec toutes les structures de recherche, de développement et la recherche fondamentale pour pouvoir penser un élevage qui tienne compte du bien-être des animaux, mais aussi du bien-être de l'homme et de l'environnement dans lequel tout ce petit monde vit. On vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions.
Soit on était très clair, soit on vous a saoulé. Bonjour, moi je voudrais revenir sur un point qu'a présenté Eric Barnet par rapport au problème de l'image et de la vidéo. À l'époque, j'étais à Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, lorsqu'il y a eu le lancement d'une variété de pommes que vous connaissez tous qui s'appelle Pink Lady. Au moment du lancement de cette variété de pommes, une très grosse émission de la télévision française a fait un reportage et dans le film, il filmait donc les endroits de stockage et sur les chambres froides de stockage, il y avait une tête de mort. Le journaliste non seulement n'a donné aucune information sur la raison de cette tête de mort, mais au moment de la diffusion nationale de cette émission, a dit voilà pourquoi ce produit et les traitements phytosanitaires sont dangereux. Or, cette tête de mort ne représentait absolument pas un produit chimique ou phytosanitaire, c'était uniquement parce que cette chambre froide avait été vidée de son air et remplacée par de l'azote, qui est un composant naturel de l'air, pour améliorer la conservabilité des pommes. Donc il n'y avait aucune toxicité, c'était uniquement une mesure protectrice de l'aliment et par voie de conséquence dangereuse pour l'être humain de pénétrer dans une salle où il n'y avait que de l'azote en guise d'air. Et voilà comment une image déformée, non expliquée, a tué le démarrage de Pink Lady, qui est reparti après, c'est pas le problème. D'où, ça corrobore ce que disait Eric, une information ne vaut que si elle est complétée par des informations objectives, équitables et scientifiquement prouvées.